Chers amis, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question des élections aux États-Unis, puisque c'est quand même le grand événement mondial. Et pour cela, nous avons invité notre ami Jean-Michel Vernochet. Jean-Michel Vernochet, bonjour. Oui, bonjour François, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors donc, je me répète... Question fondamentale. Oui. Donc, il va y avoir des élections début novembre aux États-Unis. Et on a l'impression, c'est plus qu'une impression, que l'enjeu est colossal étant donné le ton de la campagne. C'est plus des conflits à fleuret moucheté comme c'était autrefois, mais c'était très dur. Alors, l'enjeu est colossal. Est-ce que, selon vous, M. Trump peut l'emporter? A-t-il quelque chance? Écoutez, tous les jours, on nous serine Oui. dans nos radios et nos télévisions qu'il y a un écart fabuleux entre lui et Mme Clinton, que cet écart se creuse, que depuis que M. Trump a tenu des propos salaces, alors qu'on qualifie de sexuels, mais personne ne les a jamais lus ni entendus, ces propos. Puis c'était il y a 10 ans, mais passons là-dessus. Simplement, on peut dire que cette campagne est même pas à ras les pâquerettes, elle est au fin fond du caniveau et même dans les égouts. Donc on nous dit qu'il a échoué. Là, on nous dit qu'il y a des points, que l'écart ne peut pas être rattrapé, mais ça, c'est le discours de la propagande officielle. En réalité, il y a beaucoup d'études aux États-Unis même. Qui ne donne pas un écart tel, et même qui donnerait plutôt Trump gagnant. Donc les choses ne sont pas jouées. Mais le ton, le bas niveau du ton, cette espèce d'hystérie, est-ce que ça ne traduirait pas un affolement de ce qu'on pourrait appeler, d'un mot intraduisible en français, l'establishment américain, sur lequel on va revenir, on va en parler. Alors, vous avez parfaitement raison, vous mettez le point exactement là où ça fait mal, à savoir que si l'écart était tel dans les sondages, on n'aurait pas besoin de s'affoler, ni de matraquer à ce point M. Trump. D'ailleurs, quand on voit la disproportion des moyens mis en œuvre, Mme Clinton a engagé plus de 2 milliards de dollars, là où M. Trump n'a utilisé que 300 millions, plus en équivalent publicitaire, plus d'1 milliard de la part des médias qui matraquent Trump en permanence. Donc si il n'y avait aucun danger, on ne voit pas pourquoi il y aurait une telle mobilisation de moyens et pourquoi aujourd'hui cet establishment américain, ce qu'on appellerait d'ailleurs en France d'un terme maurassien, le pays légal, montre à quel point il est aujourd'hui ouvertement en guerre contre le pays réel. C'est ça, autrement dit, Jupiter rend tout ce qu'il veut perdre. C'est un peu ce qui se passe avec ces gens-là. Le pays réel étant l'Amérique justement stigmatisée, cette Amérique blanche, vieille, rurale, ouvriers, etc. Blanche et arriérée. Ce ne sont pas les jeunes gens cosmopolites et éduqués des grandes villes. Des grandes villes, oui, c'est ça, oui. Mais je crois que, étant donné l'enjeu, il faudrait peut-être faire un petit retour en arrière, si vous ne voyez pas d'inconvénient, sur les origines de l'Amérique légale. Moi, je le ferai remonter à 1920 avec le communisme, qui a été une chose très commode, pour que cette Amérique légale se pose en principe du bien. On avait un mal, le mal absolu qui était le communisme, qui était matérialiste, etc. Et l'Amérique étant opposée, évidemment, c'était l'empire du bien. Or, le communisme s'effondre, en 1990, c'est la panique. Comment, alors que la Russie devient catholique, orthodoxe, enfin il suffit d'aller là-bas et voir tous les travaux de restauration des églises, eh bien, comment l'Amérique va-t-elle se poser en empire du bien? Alors revenons à Trump, et vous avez raison, aujourd'hui on sait qui soutient Trump. Les évangélistes, enfin certains évangélistes, les catholiques et les catholiques et essentiellement, encore une fois, l'Amérique enracinée, l'Amérique traditionnelle, ce qui reste de cet esprit pionnier de l'Amérique. Alors, vous avez cité la révolution bolchevique, le putsch, 1918-1920. Je signale, pour ceux qui l'ignoraient, qu'en 1920, le communisme est mort. Lénine passe à la nouvelle économie politique. L'industrie, on a dit que la Russie n'était pas bien industrialisée, la Russie est totalement détruite. Les usines ne fonctionnent plus, on importe massivement des ingénieurs américains, massivement, tous les témoignages convergent. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que la révolution a été à la fois financée et n'a tenu
Voilà, que par l'Amérique, par Wall Street. C'est l'argent américain, et on arrête peut-être là-dessus, mais on va retrouver les séides, ou plutôt les successeurs de Trotsky, aujourd'hui à la tête des États-Unis, c'est ce qu'on appelle les néoconservateurs. Et Trotsky, au moment où il y a la révolution d'octobre-novembre 1917, va revenir avec plusieurs centaines de judéo-bolcheviques des bas-fonds de Brooklyn. Des gens, tout le monde sait que l'élite, une partie de l'élite, la nouvelle élite bolchevique, ne parlait pas le russe. Était totalement étrangère à la Russie. Trotsky parlait mieux allemand et anglais. La Russie soviétique n'a mangé que grâce au blé américain, au blé du Middle West importé par Armand Hammer, qui en échange recevait les trésors artistiques de l'ancienne Russie. Parce que de cette manière, c'était pas un concurrent industriel. Donc l'Amérique, compte tenu de ce qu'on vient d'expliquer, était un peu une sorte de gendarme du monde. Or, que dit Trump? À partir de 90, hein, surtout. Et la chute du mur de Berlin. Oui. Alors, oui, mais attention, avant, un peu aussi, il faut reconnaître que, comme elle était le camp dit de la liberté, l'Amérique jouait un rôle considérable, était un peu une sorte de référence. Il y a ce qu'on a eu à appeler le moment unipolaire. Voilà. Le moment unipolaire, quand l'Amérique a cru qu'elle pouvait, de façon unilatérale, diriger les affaires du monde et s'imposer de par le technological gap, c'est-à-dire le fossé technique existant dans les armements entre elle et le reste du monde. Mais aujourd'hui, cette hégémonie planétaire est remise en cause. Oui, avec la Russie, la Chine, l'Iran, etc. Trump déclare il ne faut pas que l'Amérique il faut que l'Amérique cesse d'être le gendarme du monde. C'est dit par Trump. Et il considère que la Russie n'est pas forcément l'ennemi de l'Amérique. Donc ça veut dire qu'il met un terme à cette espèce de mission de la part de l'establishment. Enfin, une mission auto-proclamée, auto-admise. Et c'est donc le grand tournant, puisque l'Amérique n'aura plus ce rôle messianique, qu'il faut lier à la Bible, à l'Ancien Testament et au sionisme. Non. Alors, l'Amérique se croit être une nouvelle terre promise, vous le savez comme moi, et avoir ce qu'on appelle une destinée manifeste. C'est ça. Trump ne veut pas mettre un terme à la destinée manifeste, il veut simplement recadrer les choses, remettre l'Amérique sur les rails. Aujourd'hui, les Chinois, les Japonais, je ne sais quoi, les Singapouriens ou les Sud-Coréens achètent les industries américaines avec de l'argent qui sort de la planche à billets avec les propres dollars américains qui ne valent rien. Pensez une chose, c'est qu'en Allemagne, 90% des industries sont plus ou moins aux mains des Chinois ou des Asiatiques. Entreprises achetées avec les dollars qui ne valent rien, cette monnaie de singe, cette fausse monnaie émise par la Banque fédérale américaine, qui est un consortium de banques privées. Il faut toujours le répéter. Donc Trump veut mettre un terme à cette gabegie. Il veut réindustrialiser l'Amérique de façon à ce qu'on redonne de l'emploi aux travailleurs américains et non pas que les emplois se trouvent situés dans des usines à esclaves de la Chine, qu'il faut rappeler est toujours la Chine populaire, même si aujourd'hui elle sert, il ne faut pas qu'on soit aveuglé par le contrepoids qu'elle constitue vis-à-vis de l'Amérique hégémonique. Notre salut n'est pas en Chine, pensons-le. If you close these factories as you're planning to do in Detroit and build them in Mexico, I'm going to put a 35% tariff on those cars when you send them back, and nobody's going to buy them. En matière de politique étrangère, quelle va être la grande différence entre Trump et Hillary Clinton? Alors, je ne sais pas si M. Trump veut revenir à ce qu'on appellerait une politique isolationniste, à la fameuse doctrine Monroe, mais la doctrine Monroe, c'était pas le splendide isolement de l'Amérique, c'était on n'intervient pas dans les affaires européennes, sauf si on y est obligé. Donc, c'est pas du tout l'isolationnisme, c'est une sorte de fantasme européen. M. Trump veut reconstruire l'Amérique. Oui. Il veut reconstruire ce pays, redonner du travail
aux classes laborieuses. Il veut nettoyer l'écurie d'Augias de Washington avec ses think tanks néoconservateurs. Il veut mettre un terme à la corruption. Il veut remettre dans l'ordre, encore une fois, dans la maison Amérique qui se porte mal, que ce soit l'immigration ou autre. Maintenant, Madame Clinton, elle, c'est une interventionniste et une internationaliste à tout crin. Elle va poursuivre la politique en accord avec une grande partie du département d'État et du Pentagone, la politique américaine du régime change. C'est-à-dire, depuis quelques années, on fait sauter un à un tous les verrous de souveraineté, oui. Tous les verrous de souveraineté qui empêchent le rouleau compresseur américain, tous les petits cailloux qui pourraient empêcher la mondialisation et l'hégémonie américaine. Alors, il faut bien comprendre que les démocrates et les amis de l'Amérique, les démocrates, les vrais démocrates, c'est ceux qui s'alignent sur l'Amérique, et les méchants, les fascistes, les nazis, les néo-hitlériens, ce sont ceux qui, encore une fois, veulent gérer leurs affaires, non pas en toute indépendance, mais être plus ou moins maîtres chez eux. Alors c'était Monsieur Milosevic, qui était le président de la fédération yougoslave. C'était une fédération, hein, puisque ça comprenait le Monténégro. Ça a été Monsieur Saddam Hussein, c'était 99, Saddam Hussein déjà en 91, ça a été Kadhafi. On a fait sauter aussi discrètement les petits tyrannos locaux, les despotes, mais qui tenaient leur pays, vaille que vaille, qui étaient le couvercle sur la marmite. Ben Ali en Tunisie et en Égypte. Et Moubarak en Égypte. Ça n'a pas marché puisque la politique américaine consistait à promouvoir des islamistes modérés, mais qui n'étaient pas du tout modérés, à savoir les frères musulmans. Et les frères musulmans sont montrés, ce sont des idéologues. Les idéologues sont incapables d'exercer le pouvoir, ils sont capables de le prendre. Oui. Comme les socialistes en France, mais ils sont incapables de l'exercer. Oui. Donc, aujourd'hui, le régime change, s'applique, mais mal. C'est appliqué, mais à quel prix en Irak? Monsieur Saddam Hussein a été fichu en l'air, mais au prix du chaos, de millions de morts. Ces gens qui sont des démocrates et des droits de l'hommistes. Oui. En Syrie, 5 ans de guerre. 300 000 morts. 200, 300 000 morts, on ne sait pas très bien, mais qui ne sont pas uniquement du fait de Monsieur Bachar el-Assad. Non. Évidemment non. Donc le régime change, marque le pas, mais l'Amérique ne renonce pas. Et Madame Clinton a annoncé d'ailleurs que ce régime change s'appliquerait, elle l'a pas dit aussi ouvertement que je le dis maintenant moi-même, mais s'appliquerait à l'Iran, et que les accords passés par le camp Obama, par le clan, on peut presque dire le clan Obama, pour essayer de normaliser le dossier du nucléaire iranien, qui était un dossier de nucléaire civil. L'Iran ne possédant pas d'armes nucléaires. Quel est le but de Madame Clinton? Le but ultime, c'est aussi du régime change en Russie. Oui, la Russie, en se battant en Syrie, non seulement la Russie défend ses positions en Méditerranée orientale, le port de Tartous, où elle a des facilités, mais où elle va s'implanter durablement. Si elle perd le port de Tartous, elle a un accès à la Méditerranée, mais pourquoi faire? Elle ne pourra plus rien y faire. Et la Méditerranée restera une mer aux mains, je crois que c'est la 6e flotte américaine, aux mains une mer américaine. Donc le régime change, c'est un gigantesque enjeu. Et ne pas oublier que Madame Clinton est mandée, ses mandataires, c'est Wall Street, c'est les grands marchands d'armes, c'est ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, c'est aussi l'EPAC, c'est la politique d'Israël. Israël, c'est les sionistes. Et en France, qu'a-t-on vu? Je vous le demande en mille. Monsieur Poisson. Monsieur Poisson qui a été fustigé parce qu'il a révélé. Pire que fustigé, on veut l'interdire. On veut l'interdire de primaire à droite. On veut lui demander sa démission. Madame Kosciusko-Morizet, qui est une grande républicaine, veut le traîner en justice. Elle veut le faire condamner, tout simplement parce que j'ai la phrase exacte. Elle a dit qu'elle était liée au grand capital et au lobby sioniste. Voilà. Ce qui est la vérité la plus élémentaire. Au lobby sioniste, on n'a pas le droit de parler de lobby sioniste, mais
aux États-Unis, c'est quelque chose de tout à fait officiel. En France, le CRIF, on n'a pas le droit. Non, il ne faut pas dire que le CRIF est un lobby. Non, non, les lobbies n'existent pas. C'est une institution quasi religieuse. Mais aux États-Unis, les lobbies sont revendiqués en tant que lobby. Ils œuvrent en tant que lobby. Et ils défendent les intérêts, ce qui est normal, puisque c'est un lobby pro-israélien, ils défendent les intérêts d'Israël. Vous avez oublié l'Ukraine, qui a été une manœuvre américaine. Je n'ai pas oublié l'Ukraine. Je ne peux pas tout dire, mais vous avez parfaitement raison. Mais il a récupéré la Crimée. Quand même. Dès lors que les États-Unis marquaient le pas en Syrie, ils ont ouvert un contre-feu, un contre-champ en Ukraine. Là aussi, ça ne marche pas très très bien. Du coup, l'Ukraine a perdu la Crimée. Mais à la suite d'un référendum, c'est pas du tout une annexion unilatérale. La Crimée avait été rattachée à l'Ukraine par Khrouchtchev. Donc, pour revenir à votre question, pour revenir à votre question, 55 ou 55, je crois. Non, mais alors là, et si on entre dans le détail du dossier, non, allez, on vient. Excusez-moi. Là, on monte à Khrouchtchev, etc. Mais oui, non, mais là, c'est 3 heures. Je vais te poser une question. Vous connaissez les déclarations du général Millet, qui datent du mois d'octobre dernier. Alors, les déclarations du général Miller, c'est l'état-major de l'armée, reflètent la politique la future politique de Mme Clinton, puisqu'il exprime clairement, ouvertement, tout haut, ce que Mme Clinton pense tout bas. Mais Mme Clinton, n'oublions pas, ce n'est qu'une marionnette. Bien sûr. Une marionnette. Oui. D'ailleurs, financée par nous parlions tout à l'heure des démocraties. Je vois la Fondation Clinton a touché 24 millions pour sa campagne en 2015 des fonds souverains saoudiens. Et au temps du Qatar, j'imagine, qui sont de grandes démocraties. Les déclarations très récentes, début octobre, du général Miller, vont tout à fait dans le sens de la politique de Hillary Clinton. C'est effrayant. C'est effrayant parce que vous oubliez il faut préciser que le général Miller est le chef d'état-major général de l'armée des armées américaines, oui. et qu'il annonce un conflit majeur entre grandes puissances, sous-entendu en filigrane, qui peut aller jusqu'à des frappes nucléaires, sachant que les États-Unis se réservent aujourd'hui, ne considèrent pas comme la France en matière de dissuasion que l'outil nucléaire est une sonnette d'alarme, qu'il y aurait des frappes de dernier recours et de dernier ressort pour avertir l'adversaire ou l'ennemi de ne pas aller plus loin, mais que l'Amérique a une doctrine d'utilisation de l'arme nucléaire préventive. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'utiliser pour neutraliser un ennemi s'il déclare se sentir menacé. Mais on sait très bien, les menaces, ça se fabrique de toutes pièces. Oui, c'est dans le style des carpet bombers des Seconde Guerre mondiale. Mais imaginons que, dans l'hypothèse où M. Trump est élu, compte tenu de cette puissance en place, pourra-t-il réaliser toutes ces réformes? Et s'il tente de le faire, est-ce qu'il risque de ne pas subir le sort de Kennedy? Alors, vous faites la question et la réponse, mais vous avez raison. C'est la dernière option. Si on ne peut pas éliminer Trump autrement, on l'éliminera comme ça. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, Trump a lancé au fond une sorte, et on lui a dit, lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il reconnaîtrait la victoire de Mme Clinton. Alors il s'est montré très réservé, il n'a pas répondu, mais il a raison, puisqu'on sait déjà que dans certains États qui sont des États clés, des États charnières, des swing states, on offre des permis de conduire aux illégaux, aux immigrants, sachant que le permis de conduire permet l'inscription sur les listes électorales. Puisqu'il n'y a pas de papier d'identité, comme il n'y en avait pas, je crois qu'il y a, je ne sais pas s'il y a de nos jours une carte d'identité au Royaume-Uni, mais avant il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Donc la carte de sécurité sociale ou le permis de conduire font foi. Et bien, ce sont des dizaines de milliers de gens dans l'espoir d'être régularisés, puisque Mme Clinton a annoncé qu'elle régulariserait quasiment tout le monde. Mais si je ne me trompe pas, ou c'est un ordre de grandeur, le chiffre des migrants illégaux aux États-Unis, c'est presque 20 millions. C'est quelque chose de fantastique. Qui va assurer que donc on peut penser que ces gens voteront comme un seul homme pour Mme Clinton. Et puis il y a les manipulations informatiques, là où on vote, où il y a des votes électroniques. Donc d'entrée de jeu, on peut penser, comme lors de la réélection de M. Bush,
savez bien, oui, Floride ça a été, d'ailleurs, ça a oui. été recompté, puis Oui, finalement, finalement c'est l'équivalent du Conseil constitutionnel français qui avait, aux États-Unis, qui avait tranché. On a vu un peu la même chose en Autriche. Bon, donc toutes les manipulations et les magouilles sont possibles et envisageables. Si, malgré tout, on assiste comme en Angleterre, là, avec le Brexit, on a dit que ça ne marcherait pas à aucune minute, où on mettait le pitre, le bouffon de Johnson, le maire de Londres, en avant, l'espèce de Cohn-Bendit à l'anglaise, et on ne voyait pas du tout Nigel Farage, qui était véritablement l'âme du Brexit. Eh bien, Nigel Farage qui a soutenu Trump, qui est allé, qui a prononcé des discours magistraux, qu'évidemment vous n'avez aucune chance de jamais voir à la télévision. Monsieur Trump peut réussir un coup à la Farage et passer, mais à ce moment-là, il restera l'option du sniper, hein, du tireur embusqué. Aujourd'hui, on tire à 2 km avec des balles qui vous liquéfient littéralement, donc ça restera toujours l'option. Oui. Bon, que ce soit l'un ou l'autre, en matière de politique étrangère, laissons de côté la politique intérieure, ils ne pourront pas, est-ce qu'ils auront les mains libres, étant donné que dans les pays européens ou les Philippines, il commence à y avoir des espèces des manifestations identitaires, populistes, etc., qui pourraient s'opposer à cette politique américaine. Il y a ce qu'on appelle les BRICS, il y a aussi l'organisation de Shanghai, il y a un contre-pouvoir qui s'instaure et qui se regroupe autour de ces puissances, ce qu'on appelait autrefois les nouveaux dragons, la puissance asiatique qui est en passe de devenir la première puissance mondiale, à savoir la Chine. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou s'en inquiéter, mais il est vrai que le pouvoir américain a besoin de contre-pouvoir. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a la nouvelle route de la soie qui fait très peur aux États-Unis. C'est pourquoi Madame Clinton mettra tout le paquet pour essayer d'écarter Poutine, de faire écarter. Il y a une opposition en Russie, une opposition très forte. Il y a des oligarques, il y a des occidentalistes. Ces gens-là, pour l'instant, se taisent ou sont mis un peu sous le boisseau, mais ils peuvent du jour au lendemain se réveiller. Quelle est l'importance de cette opposition que l'on voit dans les pays européens, qu'on peut voir? Est-ce que les élections qui se sont déroulées marquent ce début d'opposition à cette politique étrangère? La même inconnue réside pour 2017 et l'élection du président de la République. Va-t-on toujours jouer avec le club des 5? C'est-à-dire, toujours on prend les mêmes et on recommence, avec des différences d'étiquette qui sont des différences infimes. N'oubliez pas que le peuple et l'opinion, au fond, n'est jamais consulté, puisque tout le monde dit ouvertement que le référendum, c'est l'abomination des abominations. Aujourd'hui, les systèmes démocratiques, qui ne sont que démocratiques que de façade, sont extraordinairement bien verrouillés. Les candidats sont des candidats émanant de partis, c'est la partitocratie qui règne, et justement, l'establishment américain, en ce qui concerne Trump, a son candidat qui le représente, qui gouvernera par et pour l'establishment, alors que Trump, lui, au fond, je ne sais pas si c'est un démocrate ou un républicain, mais il veut gouverner par le peuple et pour le peuple. Au moins au profit du peuple, ce qui est normal. Alors on va dire, ah oui, mais il est milliardaire. Et alors la belle affaire, nos rois n'étaient pas milliardaires, mais ils n'étaient pas corruptibles parce qu'ils héritaient de leur mission et de leur fonction. Donc les peuples chez nous pèsent de peu de choses. Vous avez vu comme moi, que vous parliez tout à l'heure de l'Autriche, que les référendums autrichiens, l'élection au suffrage universel du président a été reportée puisqu'elle a été invalidée une première fois. Vous voyez bien que la démocratie triche. Si elle triche en Autriche, elle trichera a fortiori aussi bien en France et pire encore aux États-Unis. Et on a de plus en plus peur du peuple. Le Brexit montre que le peuple est l'ennemi des démocrates. Mais ça, on peut espérer qu'à un moment donné, ça se saura. Il est vrai qu'il y a une poussée, alors on va qualifier ça, on ne peut pas qualifier ça de fascisme, mais de populisme. De populisme, et on s'aperçoit que Trump est soutenu par Patrick Buchanan, qui est un ancien chroniqueur de radio, mais avec une aura gigantesque aux États-Unis, qui s'est présenté au moins
à au moins une ou deux reprises à la présidence, qui a évidemment échoué puisque c'était un candidat indépendant. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Trump, aussi riche soit-il, n'a dépensé que 300 millions de dollars pour sa campagne, là où Hillary Clinton en a dépensé 2 milliards, plus 1 milliard de publicité gratuite par les médias, puisque les médias sont entièrement liés. Et on voit bien que le 5e pouvoir, que ce soit en Amérique, en France, aujourd'hui d'ailleurs, l'état de dégénérescence de l'information, qui est de la propagande, mais vraiment de bas étage, atteint des niveaux proprement effarants. Un exemple, on déménage aujourd'hui la jungle de Calais. Il y a 15 jours, on nous disait que c'était 1500 personnes. Un autre jour, c'était 2000. Après, c'était 3000. Après, les chiffres les plus exacts étaient montés à 10 000. Maintenant, les journalistes ne savent pas si c'est 6000 ou 8000. On voit bien que les journalistes, le 5e pouvoir médiatique, se moquent de nous. Non seulement ils sont ignorants, non seulement ils sont paresseux, non seulement ils sont soumis intellectuellement, mais enfin bon, on nous balade dans tous les sens. On peut espérer qu'il y aura un sursaut, mais il y a les épouvantails, le populisme. Oui, mais dans le prolongement de ce que vous venez de dire, l'année de 2017, d'ailleurs qui commence, on peut dire, au mois d'octobre, non plutôt en décembre, jusqu'en décembre 2017, les 12 mois qui vont venir, après le paysage politique, bon nombre de pays européens, la France, l'Autriche, l'Allemagne en particulier, sera changé. Et sera-t-il tel que ça va gêner Madame Clinton si elle est élue? Parce qu'obligatoirement, il y aura des députés. Ne prenez pas nos désirs, j'ai pas dit vos désirs, ne prenez pas nos désirs pour des réalités. Le Brexit n'est pas encore joué, il y a un an pour ci, pour ça, on peut créer des délais. Au contraire, il y avait deux écoles qui s'opposaient, il fallait matraquer le Royaume-Uni pour lui faire sentir sa douleur, ou au contraire, il fallait faire traîner les choses en longueur. Monsieur Hollande voulait une rupture. Vous savez, la démocratie a une force d'inertie, on crée des commissions, les parlements se réunissent, on peut faire traîner les choses, et d'ici là il peut se passer beaucoup de choses, notamment, vous évoquiez l'éventualité, un conflit majeur, comme l'avait dit le général Millard. Oui. On peut pas la fuite à l'avant, et un système, il faut toujours se méfier des bêtes à l'agonie, un système qui se rend compte qu'il va s'effondrer peut être terrible. Et je crois que l'année 2017, et surtout après 2017, c'est l'année de tous les dangers. Alors c'est l'année charnière. C'est une année charnière, mais pas seulement pour la France, c'est pour le monde. Pour le monde. Madame Clinton est censée prendre ses fonctions le 20 janvier avec un discours à l'Union, puisque la fédération américaine est une union. Ça ressemble à une confédération d'ailleurs, son discours à l'Union, mais on envisage déjà qu'elle pourrait prendre ses fonctions plus tôt, beaucoup plus tôt, en cas d'aggravation de la situation en Syrie, qui est l'épicentre du grand séisme mondial. Personne ne dit qu'actuellement Mossoul est encerclé par les forces irakiennes, les Turcs trépignent parce qu'ils voudraient intervenir aussi, par les Peshmerga kurdes, mais on a laissé un couloir d'évacuation pour les djihadistes, les 4, 5, 6 000 djihadistes qui sont enquistés dans Mossoul et où dirigent venir en Syrie. Où dirige ce couloir? Vers Raqqa. On va les amener en Syrie. On va les amener en Syrie. Voilà, pour aggraver la situation. Il y a quand même un élément nouveau, c'est Internet. Il y a des quantités d'informations qui passent par Internet et qu'on ne peut pas contrôler. Alors la donne a changé. La donne a changé. C'est révolutionnaire. Elle change de plus en plus. C'est pour ça qu'on peut dire que Mme Clinton est une femme du passé, puisqu'elle croit qu'elle pourra manœuvrer la Russie et revenir au temps d'Helsinki quand l'Amérique et ses oligarques et ses fonds ont raflé la mise et ont volé littéralement au peuple russe tous ses biens, les entreprises publiques et autres. On n'est plus du temps d'Helsinki. Les choses ont changé. Ce pourquoi d'ailleurs beaucoup pensent ici en France et ailleurs à la façon de museler la toile. Parce que la toile, alors le rôle joué fondamental par Wikileaks sur la révélation des fameux, ce qui est un crime fédéral, les fameux
courriel diffusé à partir de sa boîte personnelle, où elle dit des choses d'ailleurs extravagantes, et vous voyez à quel point, puisque tout à l'heure nous parlions de propagande, la grande presse, que ça soit anglo-saxonne ou que ça soit européenne, a fait l'impasse sur ces messages. Oui. Alors, en tout dernier ressort, l'Équateur, qui héberge, vous le savez, Assange à Londres depuis maintenant 4 ans, confiné dans une pièce 2 fois moins grande que celle-ci, a coupé la liaison Internet pour Assange, parce que les pressions sont gigantesques, pression financière, pression politique, enfin de toutes sortes, mais je rassure ceux qui peuvent nous regarder, Monsieur Assange continue à communiquer, à gérer les messages, à désigner les cibles, et nous attendons d'ailleurs aujourd'hui même, nous sommes lundi, nous attendons un message de la part d'Assange. La bataille ne s'est pas du tout arrêtée, mais évidemment on ne sait pas que cette bataille se livre, puisque notre presse est totalement muette. Rentrez de votre travail après avoir fait 2 heures de bagnole dans les encombrements de la périphérie de Paris, vous vous collez devant la télévision, vous regardez la 1, la 2, je sais pas quoi, au mieux vous regardez un peu Euronews, mais même Euronews ou LCI filiale de TF1, personne ne vous parlera de ça, personne. Donc on ne sait pas que cette bataille gigantesque est en train de se livrer. Et on peut jusqu'à la dernière minute d'ailleurs attendre de la part de Wikileaks des révélations fracassantes qui sont annoncées. Alors pourront-elles avoir lieu? Ça je ne le sais pas. Étant donné qu'ils ne pourront pas contrôler Internet et que Internet est une arme terrible d'information, ils ne contrôleront pas l'opinion publique, donc ça va leur échapper, la défaite. Alors, et donc se précipiter. Vous faites bien de me reposer cette question, cher François, parce que nous venons de dire que l'opinion publique finalement compte peu dans les systèmes démocratiques qui sont des démocratures, des systèmes extraordinairement verrouillés, et le pays légal, c'est-à-dire la classe dirigeante, l'establishment, a tout pouvoir pour manœuvrer. Regardez Monsieur Valls, qui vient d'envoyer, ce ne sont pas du tout des Syriens à la jungle de Calais, ce sont des Soudanais, des Éthiopiens, des Érythréens. De force, on en envoie en Bourgogne, et on menace les villes, les communes qui refuseront de les accueillir, on les menace. Donc nous sommes en dictature, mais ça il faudrait le comprendre. Ces gens, au fond, Internet, ça reste, qu'on le veuille ou non, ça joue un rôle très important, mais ça reste marginal. Contrairement, ne prenons pas nos désirs pour des réalités. Internet peut contribuer à faire évoluer les choses. C'est un outil parmi d'autres, mais tant qu'il n'y aura pas de véritable prise de conscience, lorsqu'on n'aura pas vraiment le dos au mur, lorsqu'il n'y aura pas vraiment la guerre, je pense que les choses risquent de durer et de perdurer, et de voir Mme Clinton arriver aux affaires. Oui, mais c'est quand même le pays réel qui écoute Internet et qui vote. Mais regardez comment le pays réel vote. On savait très bien ce qu'allait faire M. Hollande. Tout le monde a voté des 2 mains pour M. Hollande. M. Sarkozy était terrible, c'était une abomination, mais M. Sarkozy n'aurait pas été aussi loin que M. Hollande. Donc on mélange tout en matière de politique. Oui, mais c'était il y a 5 ans. On mélange tout en matière de politique, les sentiments, les émotions et la raison. Il faut œuvrer comme des joueurs. On vote pas on ne parie pas sur le cheval qui vous plaît, mais pour le cheval qui a des chances de gagner. Oui, mais c'était il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, il y a une nouvelle couche qui est arrivée, et c'est la couche d'Internet. C'est pas les vieux qui regardent Internet, c'est les jeunes. Et peu à peu, ce sont les générations d'Internet et qui vont submerger le pays réel. Si Donald Trump est élu, est-ce qu'il peut trouver un certain nombre d'appuis dans les pays, notamment les pays européens? Alors nous avons déjà mentionné cet homme qui est toujours au Parlement européen et qui s'est mis en congé, non bien qu'il y soit revenu temporairement, c'est Nigel Farage qui est une figure dominante. Oui. On peut penser que à travers toute l'Europe, il y a une nouvelle classe d'hommes qui est en train d'émerger et qui pourra le faire. Vous savez, le système est extraordinairement verrouillé. Et il fonctionne très bien tant qu'il est verrouillé. Mais dès qu'il y a une rupture d'équilibre, à ce moment-là, on peut assister à un effondrement du château de cartes et ça peut basculer de l'autre sens. C'est presque de la dialectique hegelienne. Oui. Hein, il y a un retournement de situation et ce retournement de situation, effectivement, et ça c'est peut-être notre espoir, est non pas au bout du fusil, mais au bout du bulletin
qui tombent dans les urnes. On peut aujourd'hui, on peut très bien, mais la conjoncture est d'ailleurs favorable en Europe. C'est pas seulement les perspectives de guerre auxquelles les gens ne pensent pas, ils sont pas au courant, mais c'est également, comme aux États-Unis, la désindustrialisation de l'Europe, désindustrialisation parce que l'Europe est en train de se transformer en vaste Disneyland. On vient faire du tourisme en Europe, mais il n'y a plus d'usines, elles sont délocalisées. Au contraire, les usines qui sont en Europe, je l'ai mentionné, comme en Allemagne, sont à 90% aux mains du capital étranger, avec les faux dollars. Je crois qu'il va falloir, c'est pas le tout, aussi de renverser la tendance, de démantibuler le système, mais il faudra peut-être remettre en cause les mécanismes d'entêtement des nations. Alors déclarer les moratoires sur la dette et puis revoir encore une fois cette économie de la dette perpétuelle qui est un servage perpétuel et qui enchaîne les individus comme les nations. Trump n'en a pas parlé, mais peut-être s'y attellera-t-il, peut-être l'idée lui sera-t-elle glissée dans le tuyau de l'oreille. Le chantier est gigantesque, c'est un chantier de reconstruction. Et pour nous, nous avons le dos au mur, c'est un chantier vital où nous, aujourd'hui, nous reprenons les choses en main et nous reconstruisons et la vieille Europe et la jeune Amérique. Jeune, elle n'a que 4 siècles d'existence à peine, ou bien nous périssons, nous disparaissons, nous sommes engloutis sous les flots de réfugiés. Disons-le, c'est une politique volontaire, voulue depuis des décennies. Les Nations Unies l'annoncent. Les décennies, c'est au fond le faux-nez. L'organisation des États-Unis, l'ONU, c'est le faux-nez de Madame Clinton, et de Madame Clinton qui se fait payer des fortunes pour parler devant Goldman Sachs. Hein. Pensez à Macron aussi, qui est un homme de Goldman Sachs. Voilà, il y a une pieuvre. Derrière Monsieur Soros qui paye les 4, 5 000, 10 000 euros nécessaires au passage. Je vois les images à la télévision. Regardez, les jeunes hommes qui débarquent ont 20 ans, sont frais, sont roses, enfin roses, leur teint basané. Ils pètent la santé, ils ont leur téléphone portable, l'État français leur donne 1 millier d'euros, une carte avec 1 000 euros dessus lorsqu'ils débarquent, mais qui paye les passeurs et les passages? C'est M. Soros. Et derrière M. Soros, qu'y a-t-il? Londres, la cité de Londres, M. Rothschild, avec ses 4-5 000 milliards de biens souverains, à lui, à la famille, à son groupe, à sa maison. C'est la liquidation des peuples européens. C'est la liquidation programmée. Je pense qu'il faut peut-être finir par le comprendre. Comme il y a eu une tentative en 1917, pour revenir à votre propos liminaire, c'est que la Russie, Lénine voulait faire la révolution en Suisse ou en Suède. Il se trouve que les circonstances ont été favorables en Russie. Trotskiste n'y pensait pas, il était dans les bas-fonds de Brooklyn à faire de l'agitation. Donc tout le monde va rappliquer de tous les côtés, de toute la planète, et le seul et unique but, ça va être la grande fracture entre Trotsky, après la mort de Lénine, avec Staline, c'est la révolution mondiale. Ces gens ne pensent qu'à la révolution mondiale. Aujourd'hui, la révolution mondiale, elle est faite par les gens de Washington et de Wall Street. C'est l'étoile blanche et l'étoile rouge. Trump, bon, supposons qu'il est élu, s'il parvient à mener à bien ces réformes, est-ce qu'il n'apparaîtra pas comme un des plus grands présidents des États-Unis? S'il est élu, s'il n'est pas abattu avant ou juste après, ou livré à l'impeachment, on s'aperçoit que cette campagne, on fait venir une actrice de porno qui dit il a essayé de m'embrasser il y a X années, une actrice de porno, et c'est ça qui pèse dans la balance. Enfin, pauvre Amérique, elle est tombée au niveau du... C'est ce qu'on disait au début de la... C'est très bas. Oui. L'Amérique est tombée au niveau de la cuvette de chiottes. Mais c'est peut-être l'Amérique moderne, celle dont elle nous donne le spectacle à travers un certain nombre de films hollywoodiens. Je pensais à Scorsese, au loup de Wall Street. Quand j'ai commencé à voir le film, je me suis arrêté en me disant c'est épouvantable, c'est obscène, c'est odieux, c'est caricatural. Et puis j'ai regardé la fin du film plus tard parce que j'ai pensé à Monsieur Strauss-Kahn. Mais non,
On est en plein cloaque. Nous pataugeons. Et l'Amérique de Madame Clinton, c'est l'Amérique du cloaque. On dit qu'elle-même, mais il ne faut pas le dire puisque c'est impolitiquement correct, aurait des mœurs plutôt libérées, dirons-nous. C'est ce que l'on dit, mais on le dit avec insistance. Pour nous, le combat est un combat décisif. Nous sommes à un tournant de civilisation. Lorsqu'il y a eu, et peut-être conclut-on ici, lorsqu'il y a eu les grandes invasions au IVe siècle, après Jésus-Christ, les grandes invasions barbares, les barbares qui arrivaient étaient grands, blonds, aux yeux bleus et romanisés, surtout, appréciant la civilisation. Ce n'était pas les barbares au sens propre du terme, mais là, il y a un tel renouvellement. L'avenir de la France se situe-t-il du côté de Lubangui-Chari? La question est là. La France et l'Europe. La France et l'Europe, oui. Eh bien, Monsieur Vernochet, je vous remercie, et chers amis, je vous dis au revoir. Merci à vous, François.